Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un message au président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Le souverain souligne la nécessité de replacer la question palestinienne au cœur des priorités internationales. Européens et Africains réunis à Marrakech pour un sommet sur les relations économiques entre les deux continents. Objectif, dépasser les politiques d'aide au développement pour promouvoir l'investissement. Lancement à Rabat de la 17e campagne nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Le thème principal de cette campagne est celui de l'implication des jeunes dans la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. C'est le début du 18e Festival international du film de Marrakech. Le Palais des Congrès accueille la cérémonie d'ouverture de cette fête du 7e art. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce 29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Le souverain souligne la nécessité de replacer la question palestinienne au cœur des priorités internationales. Plus de développement avec Rizlan Taibi. La ferme solidarité et le soutien indéfectible du Maroc aux Palestiniens, ainsi que l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds oriental comme capitale. Voici le leitmotiv du message royal. Sa Majesté le roi Mohammed VI affirme que la solution des deux États demeure le préalable essentiel pour aboutir à un dénouement du conflit israélo-palestinien et instaurer une paix globale dans la région. L'arrêt de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés est également une condition sine qua non pour relancer le processus de paix. À cet égard, le souverain réitère son appel au Conseil de sécurité et à la communauté internationale pour agir afin de préserver le statut juridique et historique des territoires palestiniens occupés et que soit appliquée la résolution onusienne qualifiant d'illégale les colonies de peuplement. En tant que président du comité de Beit Mal al-Quds, le souverain a aussi réitéré son appel à la préservation de l'unité d'Al-Quds et de son inviolabilité ainsi que de la sauvegarde de sa dimension spirituelle, comme cela a été réaffirmé dans l'appel d'Al-Quds, signé avec le pape François en mars dernier lors de sa visite au royaume. La situation des 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza qui subissent un blocus impitoyable depuis 12 ans a aussi été évoquée dans ce message. Pour Sa Majesté le roi, cet embargo dont il demande la levée aggrave l'état de frustration et d'instabilité de la population. Le souverain, à cette occasion, réitère son appel aux frères palestiniens, toutes tendances confondues, afin qu'ils s'engagent véritablement sur la voie de la réconciliation et réaffirme son plein soutien à l'autorité nationale palestinienne sous la direction du président Mahmoud Abbas. En Irak, le Premier ministre annonce sa démission sans appartenance politique. Adel Abdel Mahdi a fait cette déclaration au lendemain d'une journée sanglante dans le sud du pays. 46 personnes ont été tuées hier lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et les violences se poursuivent. Dans la ville de Nasiriyah, 15 personnes ont perdu la vie aujourd'hui. L'Irak connaît un mouvement de contestation réclamant le départ de la classe politique. Depuis le début des manifestations il y a 2 mois, plus de 400 personnes ont été tuées. Un mouvement de contestation se poursuit également en Algérie. Pour la 41e semaine consécutive, les manifestants se sont retrouvés dans la capitale, Alger, pour exprimer leur rejet de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Avant le début de la manifestation, près de 25 personnes ont été arrêtées. Mobilisation mondiale pour le climat. Des manifestations ont été organisées aujourd'hui à travers le globe. Le coup d'envoi a été donné à Sydney, en Australie. Des rassemblements ont ensuite eu lieu en Asie et en Europe. Les manifestants appellent les gouvernements à agir face à l'urgence climatique. Une mobilisation qui intervient à quelques jours de la conférence mondiale pour le climat, la COP25, prévue à Madrid, en Espagne. Retour au Maroc avec un sommet euro-africain organisé à Marrakech. Décideurs politiques et économiques des deux continents participent à la 2e édition du Business Summit. Les participants appellent à dépasser les politiques d'aide au développement et à promouvoir l'investissement. Il s'agit de mettre en avant les atouts de l'Afrique dans l'agroalimentaire, l'industrie et le numérique. Reportage d'Hassan Houban et Adil Bouskri. Le récit est de Mamadou Diaye. L'agriculture dans le continent africain constitue le premier secteur pourvoyeur d'emplois avec 57%. Pourtant, le niveau des importations des produits alimentaires reste élevé
Une situation qui pose les défis du développement de l'agroalimentaire et de la transformation dans le continent. Un thème discuté lors de cette deuxième édition du sommet Europe-Afrique Business. Nous avons surtout parlé du rôle du secteur privé et de la nécessité de créer une nouvelle dynamique, un nouveau partenariat beaucoup plus stratégique et beaucoup plus axé sur un accompagnement stratégique de l'Union européenne dans le développement de ce secteur qui est l'industrie, qui est un secteur phare à développer au sein de notre continent. En Ouganda, 75% de la population active travaille dans l'agroalimentaire. 80% des femmes actives évoluent dans ce même secteur. Donc c'est bien que nous soyons ici pour discuter avec nos partenaires européens parce que la production est réalisée par le secteur privé en Ouganda et les importations et les conceptions sont assurées en Europe par le secteur privé. Avec 36% des échanges en 2017, l'Europe est le premier partenaire économique de l'Afrique. Des relations commerciales qui, selon les acteurs, doivent être développées dans plusieurs secteurs. On va parler d'énergie, on va parler du numérique, puis encore d'autres sujets, notamment le développement également de l'entrepreneuriat féminin, pour ne citer que quelques-uns. Au-delà de la dynamique productive, l'Afrique constitue par ailleurs un marché porteur, un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Et parmi les participants à ce sommet de Marrakech figure la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. La CGEM qui s'apprête à vivre un long processus électoral jusqu'à l'élection d'un nouveau président le 22 janvier prochain. Et la bataille s'annonce rude entre les candidats. Le prochain président de la CGEM devra rassembler le patronat après la démission de Salah Eddine Mzouar. Les enjeux de cette élection dans ce reportage de Mehdi Boukhari, Iman Warqa et Abdellah Thnouch. La bataille électorale pour la présidence de la CGEM démarre avant même la validation des dossiers de candidature. Deux binômes ont déjà manifesté leur intérêt. Il s'agit notamment de Hakim Abdelmoumen, président de la Fédération de l'automobile, et son colistier Youssef Mouhi, président de la CGEM Marrakech Safi. L'autre candidature annoncée est celle de Chekib Lalj, président de la Fédération nationale de la minoterie, et l'ancien PDG de Saham, Mehdi Tiazi. D'autres binômes devraient se présenter dans les prochains jours, des candidats qui auront la lourde tâche de rassembler et fédérer les membres de la CGEM. Donc il devra forcément fédérer ou refédérer les membres de la CGEM. Et deuxièmement, je crois qu'il devra mettre l'intérêt, la défense des intérêts des entreprises au cœur même de son action et de ses préoccupations. Surtout que l'entreprise connaît actuellement de grosses difficultés, dont notamment celle des retards de paiement. Des élections cruciales pour la CGEM. En effet, le binôme qui sera élu le 22 janvier prochain devrait insuffler une nouvelle dynamique à l'organisation patronale. Il devra se pencher sur les chantiers de la régionalisation, le modèle de développement et surtout recentrer l'action du patronat sur sa mission principale, soutenir le secteur privé. Clore ce chapitre des relations, rapprochement CGEM avec la politique pour dire que finalement la CGEM, ça reste un syndicat, si je peux me permettre ainsi, un syndicat des patrons et non pas un organe aussi qui peut être à la solde de certains partis politiques. Donc je pense que ça, c'est un virage historique et je pense qu'il y aura un binôme qui soit à la hauteur de cette ambition-là. Pour le moment, rien n'est encore décidé étant donné que la date limite de dépôt de candidature est fixée pour le vendredi 13 décembre. 3 jours après, le conseil d'administration de la CGEM devrait rendre son verdict et permettre ainsi aux candidats retenus de démarrer en bonne et due forme leur campagne électorale. Un moment crucial dans la vie de la CGEM qui devra connaître son nouveau président le 22 janvier prochain. Impliquer les jeunes dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est l'objectif de la campagne lancée aujourd'hui à Rabat. Cette 17e campagne nationale de sensibilisation a lieu au moment où une mobilisation mondiale se poursuit contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Au Maroc, plus de 54% des Marocaines ont déjà subi des violences, selon le Haut Commissariat au Plan. Reportage Jada Berdani et Fadel Sadouni, le récit de Rizlan Taibi. Zahera a enfin décidé de franchir le pas pour sortir de son mutisme. Après plusieurs années de violences conjugales qu'elle subit en silence, elle sent aujourd'hui le courage de se confier à cette association féminine. Mon mari est complètement irresponsable, il rentre à la maison très tard en état d'ébriété, me frappe et frappe mes enfants. Le nombre de femmes que nous recevons est en constante augmentation, les cas que nous traitons sont très variés. La violence est en effet protéiforme. Elle peut être électronique,
physiques, psychologiques ou sexuelles. Et c'est pour sensibiliser à ce fléau qu'une campagne nationale a été lancée lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement. 49% des cas de violence sont psychologiques et la campagne que nous organisons n'est pas la première. La particularité de cette édition, c'est qu'elle implique toute la société. Conscient de l'importance de cette question, le gouvernement a pris plusieurs mesures, notamment l'adoption d'un projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l'égard des femmes qui a offert un cadre précis définissant ce phénomène et les modalités de son éradication. La loi numéro 103/13 a recommandé la mise en place de mécanismes institutionnels pour la prise en charge des victimes et la violence électronique a aussi des effets dévastateurs qu'il faut endiguer. Cette campagne qui se poursuit jusqu'au 20 décembre cible en particulier les jeunes. Elle ambitionne de faire de ces tranches de la société des défenseurs de la culture de non-violence à l'égard des femmes. La lutte pour les droits des femmes passe aussi par le droit à la santé. Une rencontre s'est tenue à Casablanca pour briser le tabou de l'hygiène menstruelle. Les participants rappellent que dans le monde rural, la précarité menstruelle chez les jeunes filles peut même représenter une cause d'abandon scolaire. Reportage Rita Sha et Adla Alimkawi. Des jeunes filles mal dans leur peau, peur d'être jugées parce qu'elles ont leurs règles. Sur ces photographies, l'artiste a mis en évidence un phénomène tabou dans de nombreuses sociétés du monde, à l'instar du Maroc. Une image négative imputée aux femmes que le mouvement #Hachek s'efforce de briser. Nous avons essayé à travers ces photos de faire passer un message. Nous avons tous des femmes chez nous, nos mères ou nos sœurs, et nous avons voulu briser ce tabou et qu'il n'y ait plus cette notion de honte. Un débat sur la question a été lancé hier à Casablanca. L'objectif de cette rencontre, briser les tabous et trouver des solutions quant à la précarité menstruelle. Un combat qui passe notamment par la construction d'infrastructures dans les villages enclavés. Et pour cause, selon une étude de l'UNICEF, l'absence de sanitaires dans les écoles est un facteur d'abandon scolaire chez les jeunes filles. On a constaté que dès qu'une jeune fille a ses règles, elle ne va tout simplement plus à l'école parce que soit il y a un manque de serviettes hygiéniques, soit il y a tout simplement pas de toilette où elle peut se changer, etc. Dans le royaume, seuls 30% des femmes auraient accès aux serviettes hygiéniques, des données alarmantes pourtant bien réelles, selon les intervenantes, notamment Soumiane Amengessous, auteure de 2 livres sur la question. Certaines femmes se disent écœurées par leur corps pendant leurs règles et considèrent même leur menstruation comme un péché. C'est très très important que les femmes s'approprient leur corps, parce que les menstruations, c'est la maternité. Mais les sociétés continuent à voir dans ce sang le sang de la honte. Quand on voit dans la pratique de tous les jours, il y a énormément de préjugés, le dédain pour le corps. Notre objectif, c'est de créer tout un mouvement digital avec le #Hachek et j'invite à toutes les filles et toutes les Marocaines de se vernir un ongle en rouge pour assumer leur corps en écrivant #Hachek sur Instagram. À travers #Hachek, les initiateurs du mouvement espèrent donc briser le silence, sensibiliser les populations, casser les préjugés sur les menstruations et faire de celles que les femmes du monde entier surnomment les Ragnagnas, les Anglais ou encore l'alerte rouge, un sujet sans préjugés. Et pour lutter contre l'abandon scolaire, des écoles communales voient également le jour dans les zones rurales. Ce type d'établissement vise à améliorer l'offre éducative, notamment en permettant aux élèves d'accéder aux nouvelles technologies. C'est le cas dans la commune de Sidi Hamza, près de Tinrir, où une école communale accueille près de 140 élèves. Reportage Abd Samad Taam, le récit est de Mamadou Diaye. Nous sommes à l'école communale de Zawiyat Sidi Hamza dans la province de Midelt, avec un système d'apprentissage des plus modernes. Il y a de quoi assurer la motivation de ces apprenants. Je viens avec mes camarades dessiner, écrire avec l'ordinateur. Nous dessinons également des drapeaux et nous apprenons à manipuler les ordinateurs. Cette alternative d'école communale contribue à lutter contre la déperdition scolaire. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de généralisation de la scolarisation dans la province. Entre 2019 et 2021, nous allons créer 150 établissements. Quand on est dans une localité rurale enclavée où il n'y a pas beaucoup d'élèves, nous ne pouvons pas créer ces structures. Et nous optons plus pour l'amélioration de la qualité et de mettre à niveau ces écoles communautaires. Le taux de l'abandon scolaire dans le cycle primaire a dépassé les 5% en milieu rural entre 2017 et 2018. Une courbe que les autorités entendent bien inverser, avec un objectif de 3% d'ici à 2025.
Meknès accueille le Forum international du tourisme. Opérateurs économiques et sociétés civiles débattent des moyens de valoriser le patrimoine culturel et architectural de la cité ismaélienne. Il s'agit de faire du tourisme un levier de développement. La réhabilitation de la Médina est au cœur des débats. C'est un reportage de Sarah Jabri et Ala Dilhamini. 800 millions de dirhams seront investis d'ici 2023 dans la réhabilitation de la Médina de Meknès. Au total, 54 sites historiques feront peau neuve. Des travaux qui permettraient aussi d'améliorer l'accessibilité de la Médina, de quoi rendre à cette ville impériale son lustre d'antan. Une étude de terrain est menée actuellement. Le lancement effectif des travaux est prévu dès l'année prochaine. Ceci permettra de promouvoir et de faire revivre ce patrimoine inestimable. Réhabilitation de la Médina au service du tourisme est le thème retenu pour la 4e édition du Forum international du tourisme à Meknès, une plateforme d'échange qui réunit décideurs, opérateurs et sociétés civiles. Ensemble, ils tentent de cerner les problématiques du secteur et étudier les réponses à apporter. On va s'arrêter surtout et focaliser sur les perspectives de développement du secteur par rapport à ce programme-là, sur la base de ce programme. Et donc on va parler des enjeux touristiques de ce programme-là et surtout de la nécessité de l'adhésion de tous les acteurs et tous les intervenants, étant donné que le secteur du tourisme, c'est un secteur qui est transversal. Ce que nous demanderons et nous demanderons toujours, c'est mettre à la disposition du privé, du foncier destiné à l'investissement touristique et à l'investissement dans l'animation, encourager les investisseurs aux alentours de Meknès de faire des structures d'accueil pour drainer un tourisme qui est très demandé. Des investissements qui permettraient non seulement de booster l'attractivité de Meknès, mais aussi de renforcer la valeur ajoutée et l'employabilité du secteur au niveau régional. Direction à présent la ville d'Essaouira. Des centaines de Marocains de confession juive se sont retrouvés pour célébrer la mémoire du rabbin Haïm Pinto. Venus des 4 coins du monde, ils affirment dans la cité des Alizés leur attachement à leur pays d'origine et à la tradition marocaine de coexistence. C'est un reportage de Younes Sabah, le récit est de Oussama Al-Bakkali. C'est une célébration particulière qui rassemble plus d'1 millier de personnes de confession juive. Nous sommes à la synagogue fondée par le rabbin Haïm Pinto, voilà plus de 150 ans. Devant cette arche, jeunes comme moins jeunes psalmodient avec ferveur quelques cantiques. On est très contents et heureux d'être ici. Il n'y a pas comme les papes marocains. Ma mère, elle est marocaine, elle est née à Midelt. Elle a quitté ici l'âge de 6 ans. Mais vous voyez, on retourne et on sent ici comme chez nous à la maison, vraiment. Merci pour le Maroc, je suis marocain, j'y suis né. Encore merci beaucoup, merci pour toutes les personnes qui sont là pour notre sécurité. C'est à l'occasion de l'intronisation d'un rouleau de la Torah, coïncidant avec le début du mois de Kislev, que la communauté juive s'est retrouvée à la cité des Alizés. Outre la synagogue, le mausolée de Rabbi Haïm Pinto, situé dans le cimetière marin, a également ouvert ses portes aux visiteurs. Les gens viennent prier auprès de la tombe de ce saint, invoquant Dieu, les prophètes et les saints patrons, en soutien au roi et à la famille royale. Renouement avec les racines marocaines ou simple retrouvailles familiales, Essaouira et plus largement le Maroc ont toujours été une terre de paix et de coexistence pour leur communauté juive qui est passée de 360 000 dans les années 50 à moins de 2000 aujourd'hui. C'est parti pour le 18e Festival international du film de Marrakech, une véritable fête du 7e art dont la cérémonie d'ouverture a lieu ce soir au Palais des Congrès avec une pluie de stars sur le tapis rouge. Le jury est présidé par l'actrice écossaise Tilda Swinton et le festival rend hommage cette année au cinéma australien. Marrakech, où nous retrouvons notre envoyé spécial Samia Harissi. Samia, bonsoir. Que pouvez-vous nous dire de l'ambiance qui règne ce soir au Palais des Congrès? Bonsoir, Mehdi. Alors une ambiance propre au Festival international du film de Marrakech avec un subtil dosage entre paillettes et 7e art. Beaucoup d'émotions, notamment avec l'arrivée de Tilda Swinton, présidente du jury, en smoking rose, qui n'a pas hésité à prendre un bain de foule avec le public et qui s'est dite extrêmement émue par ce chaleureux accueil. Il y a eu également l'arrivée de Naomi Watts. Naomi Watts qui, comme vous le savez, est australienne et accompagne la délégation australienne à qui le festival rend hommage cette année.
À l'ouverture et contre toute attente d'ailleurs, c'est Naomi Watts qui a déclaré le festival ouvert cette année à la place de la présidente du jury. Il y a eu également un moment d'émotion à la mémoire de Amina Rachid et son époux Abdullah Shkroun. Leurs sièges réservés à leur nom sont restés vides et donc on a une pensée à leur mémoire. Ensuite, un très beau discours de la présidente du jury, Tilda Swinton, avec de très belles citations sur le cinéma, sur le pouvoir d'empathie du cinéma. Je la cite, le cinéma est une machine d'empathie. Le cinéma a le pouvoir d'arrêter le temps et de nous rendre meilleurs, Mehdi. Samia Harissi, merci pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Marrakech qui accueille la 18e édition du Festival international du film. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un message au président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le souverain souligne la nécessité de replacer la question palestinienne au cœur des priorités internationales. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaiya et demain Nzam Hachi pour Infosoir. Excellente soirée sur 2M.